Donc bienvenue à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cet afterwork curieux qui est bien est éponyme du long de l'ouvrage de Jean-Paul Tassin qui se nomme Les coulisses du cerveau, l'inconscient aux commandes. Il est sorti l'an dernier aux éditions Duno. Bonjour. Et donc bien aujourd'hui, voilà, on est dans un temps fort qui est dans le cadre, comme vous le savez sûrement déjà, de la semaine du cerveau. On arrive presque à la fin. On en reparlera en conclusion d'ailleurs de cet afterwork des prochains rendez-vous. Il va y en avoir deux, un à Limoges ici même et un autre du côté d'Aubusson. Voilà, on en parlera à la fin. Donc, comme je disais, ravi de vous avoir parmi nous. On va passer un peu moins d'une heure et demie ensemble pour explorer donc l'inconscient, cette voilà, partie un peu immergée de l'iceberg de notre cerveau. On va en savoir un peu plus. On a avec nous donc Jean-Paul Tassin qui est neurobiologiste. Donc, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM et professeur au Collège de France. Mais vous êtes notamment connu pour être un spécialiste de l'addiction et du sevrage. Donc vous avez une formation d'ingénieur psychochimiste et vous avez suivi une formation complémentaire en biochimie et neurobiologie à l'université Paris 6. Je vais faire un petit récap, j'aurais peut-être oublié beaucoup de références, mais vous avez dirigé donc une équipe de recherche au sein de la chaire de neuropharmacologie du Collège de France entre 1984 et 2010. Vous avez ensuite présidé le conseil scientifique de la MILT, que veut dire cet acronyme mystérieux, la mission interministérielle de la lutte contre la drogue et les toxicomanies entre 1998 et 2010. En 2009, vous avez reçu le Grand Prix de l'European College of Neuropsychopharmacology pour avoir proposé une nouvelle théorie neurobiologique explicative de l'addiction qui a également abouti à la publication d'un brevet européen protégeant bien une composition permettant le sevrage de l'alcool. Vous avez été également membre du conseil scientifique de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie à Lisbonne. D'ailleurs, le Portugal qui est un modèle un petit peu aussi social sur ces sujets-là entre 1998 et 2013. Et actuellement, eh bien, vous travaillez dans le département neurosciences de Paris-Sorbonne Université. On s'était rencontrés il y a déjà quelques années parce que vous aviez sorti un ouvrage en 2014 qui se nomme Les 100 mots du rêve en collaboration avec Serge Tisseron. Et du rêve, on en parlera d'ailleurs car l'inconscient a un rôle déterminant justement dans nos rêves. Donc ravi de vous accueillir en tout cas encore une fois cette année dans le cadre de la semaine du cerveau. Avant de commencer d'aller un peu en profondeur sur le sujet, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une définition plutôt succincte sur l'inconscient, c'est-à-dire le concept, quand est-ce que, on va dire, la science s'est intéressée voilà, à l'inconscient et son fonctionnement basique, on va dire. C'est un peu compliqué peut-être de résumer tout ça. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que mon micro marche là? Oui. Oui. Je ne vais peut-être pas commencer comme ça. Vous ne voulez pas commencer comme ça? Non, je ne vais peut-être pas commencer comme ça parce que je trouve que c'est un peu dur. Ouais. Je préfère commencer par une histoire qui m'est venue parce que à la suite de votre présentation. Il y a quelques années, on m'avait demandé de faire une présentation d'une dizaine de minutes, et d'une dizaine de minutes dans une conférence assez connue. Et on m'avait annoncé que j'aurais des honoraires extrêmement importants. 10 minutes avec des honoraires extrêmement importants. J'étais assez surpris, mais je n'ai pas refusé, je trouvais ça bien. Simplement, on m'a dit il faut que vous passiez devant une petite commission d'abord pour vérifier que vos 10 minutes sont denses et correctes. Donc j'ai fait mon examen, je l'ai passé, ils m'ont dit OK, il n'y a pas de problème. Et donc rendez-vous dans un mois pour la présentation. Bon, donc tout allait bien. Et puis le jour de la présentation, en l'occurrence, moi je suis arrivé avec mes 10 minutes, j'étais pratiquement en pantoufle parce que je venais de pas très loin de chez moi, j'arrive, et contrairement à ce que j'avais imaginé, il y a 600 personnes dans la salle, il y a des caméras de télévision qui projettent sur le speaker, qui n'était pas encore là, puisque c'est moi qui devais parler le premier, et je me dis, oh là là, 10 minutes, c'est super angoisse, j'ai préparé rapidement quand même, et puis beaucoup d'argent derrière. C'est vraiment super pénible, et je suis assez stressé. Et puis vient le début, donc le président, alors c'est un peu comme ce qui vient de se passer, commence à raconter mon histoire avec tout ce que j'ai fait de bien, de pas bien dans la recherche. Et donc c'est à moi, il dit, maintenant, nous écoutons Jean-Paul Tassin. Alors j'arrive, tranquille, en principe, en fait, super stressé. Et je dis, merci, Monsieur le Président, pour cette allocation.
Donc, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'effectivement, je pensais à ce problème financier et j'ai confondu allocation, allocution. Et vous voyez ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est mon inconscient qui a fait le boulot. Mais ce n'est pas l'inconscient qu'on a l'habitude de connaître, enfin l'habitude d'utiliser. Ce n'est pas l'inconscient qui fait qu'on conduit sa voiture, ce n'est pas l'inconscient qui fait qu'on fait du vélo, ce n'est pas l'inconscient qui fait qu'on parle ou qu'on écrit sans faire attention. C'est un autre inconscient. Et cet inconscient, c'est celui-là dont j'ai envie de parler, parce que c'est celui qui fait que il se passe des choses dans notre cerveau, des associations que l'on ne contrôle pas et qui finalement, nous ne les contrôlons pas, mais qui finalement nous contrôlent. Et finalement, ce que l'on fait, ce que l'on réalise, c'est souvent lié à cet inconscient qui n'est pas l'inconscient classique, je dirais, qu'on appelle cognitif, mais l'inconscient classique, mais qui est plutôt un inconscient dynamique et qui va se modifier au fur et à mesure de l'histoire, de notre histoire, qui va faire que nous allons faire des choix, nous allons prendre des décisions, nous allons éventuellement tomber amoureux, alors que en fait, la personne pour laquelle on est amoureux ne correspond pas à ce que l'on pense, mais correspond à ce que notre inconscient recherche. Donc c'est un peu ça dont je voudrais parler, et je voudrais en parler un peu en l'expliquant, en utilisant des modèles ou en utilisant des connaissances neurobiologiques par rapport à ce phénomène. Et aussi plein d'anecdotes, comme vous venez de le dire, qu'on peut retrouver dans le livre aussi. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est que pour le coup, il y a une évocation un petit peu de l'inconscient sur le point de vue scientifique, mais il y a aussi sur le côté un peu subjectif du témoignage, et ça permet d'aborder cela de manière assez originale et assez intuitive. Parce que des histoires comme ça, vous en avez sûrement. Ouais. C'est vrai qu'allocution, allocation, c'est marrant. Il y en a beaucoup d'autres. Et il y a plein d'histoires que je vais pas raconter, enfin que j'ai envie de raconter, mais que je ne vais pas raconter parce que sinon on va y passer, on va parler que de ça, donc ça serait un peu dommage malgré tout. Donc vous l'avez dit, l'inconscient peut se manifester donc à travers les lapsus. Les lapsus. Voilà, comme vous pouvez le dire. Alors il y a les lapsus de confusion phonétique, il y a les lapsus de connotation sexuelle aussi, puisque ce sont des choses qui sont tabous dans la société, et donc notre inconscient va un peu nous. Allez, on fait un coup de sexe. Il y avait, pardon. des connotations. Effectivement, il y a un député qui a dit, alors qu'il discutait sur les problèmes de pornographie au cinéma, il a dit à son adversaire, « Monsieur le député, vous devriez durcir votre sexe au lieu de dire votre texte. » Bon, c'est Assemblée nationale. Donc voilà. Il y a par le rire aussi, l'humour. Alors le rire, oui, le rire bien sûr. Alors on va en parler, mais peut-être pas tout de suite. Ouais, on va parler du rire ensuite, pour bien comprendre comment le rire peut être déclenché et pourquoi, disons, des imitateurs, ceux qui imitent des Chirac ou Johnny Hallyday, nous font rire. On pourra l'expliquer. Alors, bon, on va peut-être faire un peu de science, bien sûr, pour essayer de voir. Et puis on peut... Alors, il ne l'a pas dit, mais je vous le dis, vous pouvez m'interrompre à tout moment parce qu'il n'y a aucun Merci problème. beaucoup. En effet, vous pouvez poser vos questions. Il suffira juste de lever la main et il y aura Johnny qui a déjà une question. Alors attendez, on va vous amener un micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Johnny arrive et puis comme ça vous laisse le temps de mettre en place le PowerPoint. Merci. C'était sur le ton de l'humour. Vous parlez de questions. J'allais dire, quelle est votre première question, vous ? La mienne en tant que scientifique, qu'est-ce que vous cherchez au fond de nos neurones ? Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche les synapses, tout ça, on sait bien. Oui. Les neurotransmetteurs, on sait bien. Mais par rapport au comportement et l'inconscience, qui est le sujet, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez tout compris. En parallèle, oui. Je me demandais, du coup... comment vous, en tant que scientifique, vous arrivez à faire la part des choses entre justement l'inconscient et vraiment la science ? J'ai encore envie de raconter une anecdote, mais... Allons-y. Écoutez, on ne choisit pas son métier par hasard. Moi, j'ai lu, quand j'avais 14-15 ans, j'ai lu les préludes de la psychanalyse, enfin
de Freud. Enfin, j'ai vu quelques éléments, j'ai trouvé ça assez passionnant, mais malgré tout, je n'avais pas les bases. Les bases, c'est-à-dire que je trouvais ça un peu trop flou. Et en tant que scientifique, je préférais choisir de faire des sciences. Et effectivement, il y a des gens qui préfèrent les sciences parce qu'ils ont besoin de quelque chose d'assez cadré, et puis d'autres qui acceptent de faire autre chose que des sciences, de la clinique, par exemple, de s'occuper des problèmes mentaux, des maladies mentales. Alors là, c'est plus flou, c'est moins précis, et c'est une autre façon de voir les choses. Et en l'occurrence, moi, j'ai trouvé que c'était un peu, je dirais, casse-gueule d'aller partir sur cette clinique, donc j'ai préféré faire des sciences. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis dit, il y a quand même un élément qui est particulièrement intéressant, c'est une des études particulièrement intéressantes, c'est la psychanalyse. Je me suis dit, ces gens-là, bon, puisque j'avais lu Freud et j'avais entendu parler de ça, ces gens-là ont des choses à dire, et en fait, pour bien comprendre, j'ai envie de faire une psychanalyse. Donc j'ai décidé de faire une psychanalyse. J'ai décidé de faire une psychanalyse et j'ai cherché quels étaient les psychanalystes le psychanalyste ou la psychanalyste avec lequel je pourrais faire cette étude. Oui ? Quoi ? Oui, sans trouble particulier, mais quand même si, avec une tension. J'étais pas très bien dans mes baskets. Si, j'avais aimé, bon, mais pas très bien dans mes baskets, entre autres parce que je faisais des sciences et qu'on me disait, tu travailles sur des rats, et les rats schizophrènes, ça n'existe pas. Donc, tu perds ton temps, vous perdez votre temps en travaillant sur des animaux, parce que la maladie mentale, elle existe chez l'homme, elle n'existe pas chez l'animal. Donc, bon... c'était un peu tendu. Et donc, je me suis dit, j'y vais. D'abord, j'ai été faire des stages en hôpital pour voir des hôpitaux de jour, etc. Puis, bon, je tente l'analyse, mais il faut trouver l'analyste. Et il y avait deux écoles. Il y a deux écoles en analyse. Il y a l'école SPP, Société Psychanalyse de Paris, où vous faites des séances de 45 minutes, 3 fois par semaine. Boum, boum, 45 minutes. Au bout de 45 minutes, vous vous levez, vous partez, c'est fini, 3 fois par semaine. Et puis une autre, qui était l'école lacanienne, qui l'est toujours, bien sûr, où les séances durent quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, et de façon variable. Donc j'avais le choix entre ces deux écoles, et l'environnement est toujours un peu scientifique dans lequel je me trouvais, me dit 45 minutes, 3 fois par semaine, c'est sérieux, c'est cadré. Donc je choisis ça. Et je fais 2 ans de psychanalyse régulière avec mes 3 séances par semaine. Donc tout va bien. Et je rencontre un collègue qui me dit que lui, il fait une psychanalyse avec Lacan. Avec Jacques Lacan, donc un grand psychanalyste de l'époque, qui fait une psychanalyse avec Lacan, et qu'au bout de 10 minutes, il sort, il se fait sortir, et il trouve ça extraordinaire, qu'il progresse très très vite, parce que ces séances durent 10 minutes ou 5 minutes, et qu'il ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Et moi, je rame un peu dans ma psychanalyse. Ça fait 2 ans, je rame, j'avance un peu, mais c'est bon, c'est pas extraordinaire. Et je commence à avoir des doutes sur le choix que j'ai fait. Donc je me dis peut-être que... Et puis non, je ne peux pas changer de psychanalyste au bout de 2 ans, je continue. Je continue et je retourne voir toujours le même psychanalyste. Et puis dans une séance, au bout de 10 minutes de séance, le psychanalyste me dit, voilà, ce qui veut dire, la séance est terminée. 10 minutes. Je me lève, je sors, et je commence à réfléchir dans ma tête en me disant, mais c'est génial ce qu'il a fait, il a compris que j'avais besoin de 10 minutes seulement, et je commence à faire des associations sur la phrase sur laquelle il m'avait arrêté, mais c'est effectivement super important, jamais j'avais pensé à ça, j'aurais dû y penser, etc. Bon, l'éclatement total. Et donc la séance d'après, je reviens et je lui dis, écoutez, vous avez été extraordinaire. Vous avez été extraordinaire. Je ne sais pas comment vous avez compris que j'avais absolument besoin de séances courtes. Et c'est grâce à ces séances courtes que je peux progresser. Donc bravo de l'avoir compris. Pourtant, je n'en avais jamais parlé. Vous l'avez imaginé. C'est très, très fort. Très, très fort. Et je parle et j'explique à quel point j'ai fait des associations géniales. Et le psychanalyste me dit, écoutez, tout ce que vous venez de dire est très, très intéressant. Mais ce que je dois vous dire, c'est que la dernière séance, vous êtes arrivé avec 35 minutes de retard. Voilà. Alors ça m'a déclenché quelque chose. C'est-à-dire que j'étais effectivement le neurobiologiste pur et dur, et je me suis rendu compte
que j'avais fait exactement ce qui est marqué dans les bouquins, c'est-à-dire que mon inconscient m'avait poussé à exprimer mon désir. Mon désir, c'était une séance courte, j'arrive avec 35 minutes de retard, je ne me rends absolument pas compte. Au bout de 45 minutes, donc, puisque j'étais 35 minutes de retard, il ne me restait plus que 10 minutes, le psychanalyste qui a un client derrière me dit « hop, taillez-vous ». Et moi, je pars dans mon truc et tout est génial. Donc ça m'a poussé à réfléchir et maintenant je commence à penser. Et vous le savez, puisque si vous écoutez la radio, vous discutez entre les neurosciences et la psychanalyse, il y a des tensions importantes. Et je commence à me dire que probablement que les psychanalystes sont en avance par rapport aux neuroscientifiques, et pas le contraire. En tout cas, vous faites le pont entre les deux. Je suis navré, je vous laisserai poser la question tout à l'heure. Il faut qu'on avance un petit peu. Il faut qu'on avance, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Mais, pardon ? C'est ça, en tout cas, c'est ce que vous venez de dire, c'est que c'était aussi une émanation de votre inconscient qui vous a fait faire une séance très courte. Une émanation de mon inconscient. Alors, bon, on va essayer de... Alors, et en fait, bon, il faut trouver... Donc, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de trouver quelque chose un modèle. Alors, bon, juste avant d'aller là-dessus, je vous montre simplement cette diapositive qui est un superbe dessin, Et vous voyez donc ici... quelques éléments du système nerveux central. Il y a 86 milliards de neurones, avec ici des dendrites et ici des synapses que l'on voit. Vous avez donc un neurone récepteur qui est ici, avec ses mitochondries, son noyau. Et puis là, vous avez des arrivées de neurotransmetteurs avec des terminaisons et ici une synapse. Donc émetteur, récepteur. Et ce contact se fait... cette communication entre les neurones émetteurs et les neurones récepteurs se fait grâce à des molécules, acétylcholine, GABA, glycine, noradrénaline, dopamine, sérotonine. Il y en a une centaine. Donc c'est extrêmement complexe, 80 milliards de neurones. Chaque neurone reçoit de 1000 à 10 000 terminaisons. Donc c'est vraiment compliqué. Et on va voir si on peut s'en sortir. Parce qu'en fait, il y a une grande chance pour les neurobiologistes, c'est que parmi ces terminaisons, parmi ces neurotransmetteurs, il y en a certains, et on va le voir, noradrénaline, dopamine, sérotonine, il y en a certains qui ont des caractéristiques tout à fait particulières et qui sont en fait des éléments qui interviennent sur notre humeur. Alors, vous en avez peut-être sûrement entendu parler aussi, toujours sur France Inter ou à la radio, dopamine. Malheureusement, ce qu'on en dit ne correspond pas tout à fait à la science, mais peu importe, c'est déjà un peu connu, puisque ça fait pas mal de temps qu'on parle de la dopamine, la molécule du plaisir, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est un peu la base du raisonnement qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a deux modes de fonctionnement dans le système nerveux central, deux modes qui sont entièrement différents. Entièrement différents parce que vous voyez dans le premier, c'est un traitement qu'on appelle analogique et qui est un traitement rapide auquel on n'a pas accès. Et c'est important de comprendre. Alors, c'est important de comprendre qu'il est tellement rapide qu'on n'y a pas accès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on traite une image en 60 millisecondes. 60 millisecondes, c'est 60 millièmes de seconde. Donc on arrive à traiter 16 images par seconde. Enfin, c'est très très important. Et ça va si vite que notre cerveau, qui apparemment nous fait croire qu'on contrôle tout, eh bien, ne le contrôle pas. Et c'est là-dessus qu'on va prendre des décisions. C'est à partir de ces données qu'on va prendre des décisions, qu'on va faire des choix. Alors, ces choix, on va les faire selon un traitement qui est beaucoup plus lent, qu'on appelle cognitif, et qui est celui auquel on a accès. On est capable de réfléchir, on est capable de dire, voilà, j'ai fait ça pour ça, j'ai réfléchi, je me suis dit que, j'ai fait... Et alors là, évidemment, ça va beaucoup plus lentement. Ça va de l'ordre de 500 millisecondes, etc. C'est beaucoup plus lent, et là, on peut y avoir accès. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce traitement cognitif plus lent, il fait intervenir des structures particulières, en particulier le cortex préfrontal, et surtout, il intervient sur des modulateurs, donc c'est des neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure, mais qui sont dopamine, noradrénaline, sérotonine, qui sont tout à fait particuliers. Et ces modulateurs sont dépendants absolument des conditions affectives.
C'est-à-dire que si l'on va bien, on ne pense pas de la même façon que si l'on va mal. Parce que ces systèmes qui sont sous les ordres de l'affectivité, de l'émotion, suivant c'est un stress ou une motivation, quand on cherche quelque chose, quand on a envie de quelque chose, eh bien ces modulateurs ne fonctionnent pas de la même façon, et on va en voir deux mots. Est-ce que je continue? Oui, bien sûr, bon. Je vous en prie. Alors, donc, non, pardon, là ça c'est une erreur, alors il faut que j'arrive, voilà. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que ce traitement analogique. Alors pour le montrer, je fais ce genre de phénomène, c'est que je montre ici un cerveau, a priori, vous avez des carrés, et vous pouvez imaginer que chaque carré est un neurone, alors que tous ces carrés sont en communication les uns avec les autres. Et c'est la réalité. Hein. Dans le cerveau, tous ces 86 milliards de neurones connectent de façon indirecte ou directe les uns avec les autres. Et là, vous avez la forme d'un bateau, parce que ici, c'est une cellule qui est éteinte, ici c'est une cellule qui est allumée, et vous pouvez imaginer que si on voit un bateau, ça va donner ça, métaphoriquement, dans le cerveau. Ceux qui ne voient pas un bateau ici peuvent sortir, parce que là, vraiment, ça va être difficile pour eux après. Mais en principe, je pense que la plupart y est arrivé. En fait, dans la réalité, ça se passe de la façon suivante. C'est que le traitement analogique fait que tout ne marche pas de façon automatique. Vous voyez ici, celui-là, il devrait être allumé, il est éteint. Et celui-là, il est allumé alors qu'il devrait être éteint. Donc on a quelque chose d'un peu bizarre. Et puis on peut aller encore plus loin. Et vous voyez, et là c'est presque d'actualité, bien que je l'ai fait il y a longtemps, vous voyez ici, on a perdu un peu la notion de bateau et on peut se demander si ce n'est pas un char d'assaut. Et donc on est passé du bateau au char d'assaut de façon lente, enfin lente, non, rapide, mais lente dans la présentation, et parce qu'il y a des parasites, parce que certains neurones ne s'activent pas alors qu'ils auraient dû s'activer. Et ça montre la présence d'une sorte de barrière entre le char d'assaut et le bateau. Et concrètement, on le représente de la façon suivante. Ce sont des courbes d'iso-altitude. Et vous voyez ici, comme dans une carte de géographie, c'est qu'il y a des éléments, I1 par exemple, qui vont donner lieu au creux B, et que d'autres éléments, I2, vont donner lieu à C. Donc on va avoir, à partir de ce qu'on en voit qui est I1 et I2, on va avoir deux expressions, si vous voulez. Juste pour être sûr de bien comprendre, quand vous parlez d'éléments I1, I2, ce sont les images que l'on voit? Exactement, ça peut être l'image, ça peut être le son, ça peut être le toucher, ça peut être des perceptions qui vont avoir cette caractéristique I1 et I2. Plus concrètement, vous voyez ici, on a I2 et I3. Alors I2 et I3 sont très proches. On peut prendre la comparaison avec une fée et une sorcière. La fée et la sorcière sont toutes les deux des femmes. Elles ont toutes les deux des chapeaux. Elles ont toutes les deux un balai ou une baguette. Et pourtant, entre la fée et la sorcière, il y a une différence. Quelle est la différence qui va entraîner qu'on va comprendre que c'est une fée et une sorcière? C'est la couleur. La fée, en général, elle est rose. La sorcière, elle est plutôt noire. Et vous voyez que dans ce cas I2, on va aller vers C, ça sera la sorcière. Et dans le cas I3, on va aller vers D. Donc on est sur une rupture ici qui va faire qu'on aura deux significations différentes. Et I4, qui est très loin de I3 et de I2, mais qui est très loin de I4, I2 et I3, va donner lieu à D, donc à la même chose. Donc deux éléments très différents pourront donner quand même la même chose. Donc ce phénomène, ici, ce que l'on voit ici, c'est ce qu'on appelle des bassins attracteurs. Des bassins attracteurs, c'est-à-dire qu'en fonction des perceptions, donc effectivement, comme vous le disiez, visuelles, auditives, somatosensorielles, tactiles ou même olfactives, eh bien, vont donner lieu à des réponses du système nerveux central, à des interprétations du système nerveux central qui va se faire à une vitesse incroyable qui nous dépasse complètement. Donc on va pouvoir faire des confusions, ce qu'on appelle des confusions de bassins, entre deux personnes qui sont très différentes a priori, mais enfin, ou plutôt qui se ressemblent,
Et en analogie, en traitement analogique, on va les confondre. Et qu'il faudra un deuxième traitement, qui est le traitement cognitif, qui permettra de s'apercevoir effectivement que ces deux grand-mères, il y en a une qui est votre grand-mère, mais l'autre qui n'est pas votre grand-mère, bien qu'elles aient toutes les deux des cheveux gris et qu'elles se ressemblent. Alors, je vais faire peut-être un raccourci souvent qu'on peut retrouver dans les médias, mais est-ce qu'on peut dire que les bassins attracteurs, c'est en quelque sorte des espaces de stockage de nos souvenirs, de ce que l'on voit, de ce que l'on apprend? Est-ce qu'on peut rapprocher ça à ça? Alors tout à fait, c'est qu'en fait, ces bassins attracteurs, il y en a un certain nombre qui sont innés, qui existent à la naissance, si je puis dire, bien qu'ils se soient formés au cours du développement fœtal, et puis progressivement, et de toutes les secondes ou toutes les minutes, eh bien, il va se fabriquer de nouveaux bassins attracteurs en fonction de la vie de l'individu, en fonction de ses émotions, en fonction de ce qu'il va ressentir. Donc on va se fabriquer un grand nombre de bassins attracteurs qui feront que l'on sera tous différents, y compris les jumeaux qui ont une génétique identique, mais ces jumeaux qui vont avoir des expériences de vie différentes et vont fabriquer des bassins attracteurs différents. S'ils vivent tout le temps ensemble, ils auront pas mal d'éléments communs, bien sûr. Ils vont garder leurs éléments communs, mais leurs cerveaux vont être différents dès la naissance, enfin, dès les premiers mois de développement. Alors là, c'est un petit jeu que j'ai préparé qui consiste à essayer de vous faire comprendre le traitement analogique, parce que je crois que c'est un élément très, très important pour toute la suite. C'est de bien comprendre ça. Donc, je vais vous présenter une image qui va passer très vite, et vous allez vous détendre et vous allez me dire ce que vous avez vu. Alors, je préviens tout de suite, ça n'est pas sexuel et ça n'est pas non plus un test d'intelligence. Donc, vous pouvez y aller et vous allez voir. Alors, ça va être au milieu, si tout se passe bien, parce que ça peut ne pas bien se passer. Mais je vais essayer de le faire assez vite. Alors, vous êtes prêts? Donc, c'est avec ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Une grenouille. J'entends grenouille. Très bien. Est-ce que quelqu'un a vu autre chose qu'une grenouille? N'hésitez pas. Coquillages. Des coquillages. Un lutin, oui. Pardon? Il y avait de l'herbe autour. De l'herbe, oui. Est-ce que quelqu'un a vu un chat, par exemple? Non? Personne? Bon. En général. Oui? Un ours en peluche, vous voyez, très bien. Donc vous avez fait un traitement analogique, c'est-à-dire que vous avez vu quelque chose qui est passé très vite, relativement lentement par rapport à ce qu'on peut faire dans la vie, et vous avez trouvé une solution. Alors, la plupart des gens ont dit grenouille, bon. Certains ont dit coquillage, en général ce sont les premiers rangs qui voient les coquillages, et puis il y a eu d'autres choses, il y a l'ours, il y a un lutin, voilà. Alors, je vais vous montrer ce dont il s'agit. C'est effectivement des coquillages. C'est des coquillages qui représentent une grenouille. Et en fait, il a suffi pour que vous voyiez une grenouille qu'il y ait cet élément ici. C'est la bouche. C'est la bouche qui fait comme ça et qui permet d'aller dans le bassin grenouille. Alors, c'est amusant parce qu'en fonction des endroits où je me trouve, les gens voient des choses différentes. La grenouille, c'est très fréquent. Mais quand je vais à Nantes, ils voient une plage. Ils voient la mer et une plage. Et puis une fois, je suis allé dans un club de golf. Je ne sais pas parce que je foutais dans un club de golf, mais parce que la réunion avait lieu dans un club de golf, il y en a plein qui ont vu des balles de golf, une balle de golf. Donc vous voyez, le résultat analogique du traitement, qui est donc en cognitif, puisqu'au moment où vous trouvez la solution, c'est du cognitif, mais cette solution va dépendre de votre histoire et va dépendre de l'environnement. Alors, dernier exemple par rapport à ce traitement analogique, c'est cette phrase que vous avez tous vue, mais qui date d'une vingtaine d'années maintenant. Mais la première fois que je l'ai présentée, c'était assez extraordinaire parce que j'ai rien dit, j'ai juste présenté comme ça. Et les gens ont commencé à rire du début des premiers rangs vers le dernier rang. Il y a eu une sorte de vague qui s'est mise en place. Alors vous voyez qu'effectivement, on arrive à lire ce texte sans aucune difficulté parce que nous avons des bassins attracteurs qui font que le sléon va donner selon, etc. Selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance.
Et c'est extrêmement facile à lire parce que nous avons appris à lire, parce que nous avons fabriqué le matériel, nous avons fabriqué le matériel qui permet d'avoir accès à ça. Donc ça veut dire que la mémoire d'apprentissage de travail, c'est purement analogique, c'est un traitement purement analogique. On peut prendre l'exemple, j'imagine, du vélo, qu'on apprend à faire du vélo. Oui. On associe des souvenirs au fil du temps, mais au tout début, les bases, c'est-à-dire tenir l'équilibre, tenir bien le guidon, c'est quelque chose de purement analogique. Alors ça le devient. C'est-à-dire que quand vous apprenez le piano, par exemple, vous faites du traitement cognitif pour repérer où sont les notes et où doit être la position des doigts. Et progressivement, ce travail, donc, qui est le travail cognitif, on va voir rapidement ce dont il s'agit, ce travail cognitif va être renvoyé en analogique et va fabriquer des bassins attracteurs analogiques. Et donc, ça deviendra, entre guillemets, automatique. Donc, on fabrique des bassins attracteurs analogiques à partir d'un traitement cognitif. C'est ce qui fait la différence entre, disons, l'homme et l'animal, c'est que l'homme a un traitement cognitif qui est largement supérieur au traitement cognitif habituel de l'animal. Mais les animaux ont le traitement analogique comme nous l'avons, et ce traitement analogique représente l'essentiel de notre fonctionnement. Alors, quelques mots sur le cognitif pour comprendre, c'est qu'en fait, le cognitif, c'est la possibilité de retenir l'information, de la retenir en mémoire pendant un temps qui va dépasser les fameuses 60 millisecondes de l'analogique qui veulent atteindre 300, 500, 1 seconde. Donc, ce traitement cognitif, eh bien, il permet, d'une part, de faire un inventaire de tout ce qui vient de se passer, la mémoire à court terme, rassembler les éléments nécessaires à la réalisation de la tâche et éliminer les interférences. Et ça, c'est le cortex préfrontal qui fait le boulot, et qui est ce cortex préfrontal qui permet d'avoir une persistance de l'information. Et dernier exemple, pour bien montrer comment fonctionne le système cognitif, c'est cet exemple du singe, à qui on montre ici un bonbon qui lui crée une motivation. Il a très envie d'avoir ce bonbon et on lui montre que le bonbon est de ce côté-là, du côté plus. Et puis on va cacher les deux trous, ici, le bonbon est là, et on va descendre un rideau qui fait que le singe ne saura plus pendant un certain temps où était la récompense. Et il va travailler, il va maintenir en mémoire cette information. Si le singe est un bon singe, quand vous relevez le rideau, il va chercher la bonne réponse. Et puis ensuite, vous alternez, vous mettez le bonbon ici, vous lui baissez le rideau et il doit faire ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le traitement cognitif, parce que ce qu'il a fait ici, il a maintenu en mémoire la position de la récompense. Alors un bon singe arrive à maintenir en mémoire pendant 17 secondes. Au bout de 17 secondes, quand le rideau a été baissé pendant plus de 17 secondes, il n'y arrive plus. Et dans le monde animal, c'est l'animal qui a la mémoire la plus longue, si je peux dire ça ainsi. La mémoire cognitive, la mémoire, si vous voulez, cognitive la plus longue, à part l'homme. Alors la question est, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça avec l'homme? Alors l'homme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il a justement un traitement cognitif qui fait qu'il ferme la main droite quand c'est à droite et il ferme la main gauche quand c'est à gauche. Et du coup, il peut tenir une demi-heure comme ça avec la main droite fermée. Donc ça ne marche plus du tout. Donc le test ne marche que sur les animaux, justement parce que leur traitement cognitif est relativement faible. Et ce qui est intéressant, ce qui va nous permettre peut-être d'enchaîner, mais on verra, c'est qu'en fait, on peut faire disparaître ce traitement cognitif, cette alternance différée, en détruisant dans le cortex préfrontal des arrivées neuronales extraordinairement fines et extraordinairement peu denses, qui sont des terminaisons à dopamine. Si on détruit chez le singe, et on peut le faire chimiquement, uniquement ces fibres qui représentent 1 millième ou 1/10 millième du cortex préfrontal, à ce moment-là, l'animal n'est plus capable de retenir l'information. Il est devenu totalement analogique. Il a perdu la possibilité de faire du traitement cognitif. Justement, ça nous permet de faire une transition. Vous l'avez parlé un peu en filigrane dans l'introduction sur les modulateurs, les neuromodulateurs, même plus précisément. Donc, il y en a 3 que vous aviez exprimés, que je vais relire. Dopamine, sérotonine
et noradrénaline. Voilà. Ça va, j'ai bien révisé. Et donc ceux-là, si je comprends bien, c'est neuromodulateurs, donc qui sont des molécules qui sont libérées par des neurones dédiés, ces fameux neuromodulateurs. Ce sont ceux-là qui sont traités uniquement par la partie cognitive de notre attention, de notre mémoire, ou pas tout à fait? Presque. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui vont faire que l'on passera de l'analogique au cognitif. D'accord, c'est un peu des passeurs finalement. Ce sont des passeurs qui existent chez l'animal, mais comme l'animal n'a pas le développement du cortex préfrontal qui lui permet le traitement cognitif, il est essentiellement analogique. Alors, bon, là j'enchaîne parce que je pense à ça, et c'est important, c'est qu'à la naissance, ces modulateurs existent, les neurones existent bien sûr, mais les terminaisons qui vont aller atteindre le cortex et d'autres structures ne sont pas encore complètement développées. Et par conséquent, à la naissance, le nouveau-né est essentiellement analogique. Et ce n'est que progressivement, parce que les neuromodulateurs vont se développer et faire des contacts avec d'autres neurones, qu'on arrivera progressivement à un traitement cognitif qui va commencer à apparaître vers 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, toute cette première partie de la vie est uniquement analogique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mémoire. L'enfant va apprendre à marcher de façon analogique, il va apprendre à parler de façon analogique, mais tout ce qu'il va faire donc, sera essentiellement analogique. Et c'est intéressant parce que les psychanalystes se sont rendus compte qu'il y avait un problème, si je puis dire, c'est qu'on ne se souvient pas, ou extrêmement rarement et de façon toujours discutable, on ne se souvient pas des 2 premières années de sa vie. Personne n'arrive à vraiment se souvenir des 2 premières années de sa vie. On parle d'amnésie infantile. En fait, cette amnésie infantile qui existe, elle est due non pas au fait que notre mémoire ne marche pas, mais que notre mémoire n'a fonctionné qu'en analogique. Et que ce que nous avons appris en analogique est extrêmement difficile à rendre extérieur en cognitif. Lorsque vous parlez, lorsque vous exprimez quelque chose, on fait du cognitif. Lorsqu'on apprend en tant qu'enfant, les associations que l'on fait vont fabriquer des bassins d'attracteurs qui sont qu'analogiques. Alors je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ce soir, je vous dis, demain, si vous arrivez à me dire exactement combien de gens il y a dans cette salle aujourd'hui, vous aurez une grosse récompense. OK ? Première situation. Deuxième situation. Demain, je vous dis, si vous arrivez à me dire combien il y avait de gens dans cette salle hier, c'est-à-dire aujourd'hui, vous aurez une grosse récompense. Que va-t-il se passer ? Dans le premier cas, si je vous dis maintenant que demain vous aurez une grosse récompense, alors vous allez faire du cognitif. Mis à part les obsessionnels, personne n'a compté le nombre de gens qu'il y avait ici. Mais maintenant que je vous dis que demain vous aurez une grosse récompense, à ce moment-là, vous vous mettez à compter. Et vous allez trouver un chiffre qui sera de l'ordre de 70, ou 71, 72. Mais de toute façon, ce chiffre que vous avez sorti en cognitif, vous allez le renvoyer en analogique. Et demain, quand je vous dirai combien y avait-il de gens hier, vous me direz 72 et vous aurez gagné. Mais si je vous le dis demain, on va voir. Alors je vous le dis demain, et combien on était hier. Alors là, vous êtes coincé parce que vous n'avez pas fait le travail cognitif. Vous avez juste fait un travail analogique inconscient. C'est-à-dire que vous dites, bon, il n'y avait pas 300 personnes dans cette salle, mais on était quand même plus que 12. Alors vous allez faire un chiffre qui irait entre 45 et 70. Et certains gagneront, puis d'autres ne gagneront pas. Donc dans le premier cas, on a fait de l'analogique cognitif, puis renvoi en analogique. On verra pourquoi c'est important. Et dans le deuxième cas, on va chercher dans son analogique quelque chose qui va donner du cognitif entre 45 et 75, mais qui va toutes les chances d'être faux, contrairement au premier cas. Ce qui est important parce qu'en fait, la mémoire que l'on utilise ne fonctionne pas en cognitif. On ne peut pas retenir en cognitif. Pour retenir
je suis capable de décrire très très bien les 3 personnes qui sont devant moi. Si je me retourne, j'aurai beaucoup plus de mal. Tant que je suis en cognitif devant elles, je les vois, je peux les décrire. Mais après, une fois que je ne les vois plus, je suis obligé de reconstruire. Et en fait, ce qui se passe, ce que nous faisons, c'est qu'à partir de notre cognitif, nous renvoyons en analogique les données que nous gardons relativement facilement. Et ensuite, les données qui sont passées par le cognitif et qui vont dans l'analogique, je pourrais les récupérer pour faire du cognitif. Et l'enfant, il ne peut pas faire ça, puisqu'il est dans l'amnésie infantile, il n'a pas de cognitif. Donc il a appris à marcher, mais il ne peut pas exprimer exactement comment il a fait pour apprendre à marcher, parce que tous ses souvenirs sont en analogique. Alors, il y avait, je crois, une petite question. Alors, attendez, on va peut-être vous amener le micro pour qu'on puisse vous entendre. Hop. Hop. Allez-y, je vous en prie. Merci. Oui, alors déjà, le mot analogie, je pense que tout le monde le comprend pas. Ça, ça dérive du peu importe le mot. Peu importe le nom. C'est vrai que c'est comprendre le principe. Le principe, c'est que on absorbe quelque chose. Un parallèle. Oui, c'est le fonctionnement qui est analogique. Mais peu importe, effectivement, il ne faut pas rentrer dans le détail du nom. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'absorption rapide en quelques millisecondes d'éléments qui vont impacter le cerveau, qui vont servir de référence et qui vont nous diriger ensuite. Je crois qu'il y a un autre exemple qu'on peut donner par rapport à ce phénomène, c'est l'histoire du rêve. Peut-être qu'on peut parler du rêve. D'accord. Et je vous coupe, oui. Excusez-moi, et je vais me taire, messieurs et dames. Non, ceci dit, par rapport au singe et à l'humain, je pense que vous l'avez évoqué, on est à 99,99%. Et je pense qu'ils ont construit eux-mêmes des outils pour manger. Oui, bien sûr. On est très bien assimilés à eux. Oui. Sauf que leur traitement cognitif est considérablement plus faible parce que leur cortex préfrontal est moins développé et que par conséquent, ils n'ont pas la possibilité de fabriquer les bassins intracteurs que nous avons fabriqués grâce à ces deux méthodes qui permettent, à partir du cognitif, de renvoyer en analogique, de modifier les bassins et d'avoir une mémoire beaucoup plus importante. Je vais prendre l'exemple du rêve, parce que c'est très important, l'histoire. Enfin, c'est très important. Le rêve, tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est. Il y a des gens qui ne rêvent pas. On a dit pendant un certain temps que ceux qui ne rêvaient pas étaient fous. Je pourrais vous expliquer pourquoi c'est faux, mais ce n'est pas vraiment le problème. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vous l'ai dit, ces modulateurs... je vous en dis 2 mots avant d'aller au rêve. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, oui. Peut-être nous redéfinir les différents neuromodulateurs. Quelques mots. Vous voyez, on a ces modulateurs, 5-hydroxytryptamine, ça veut dire sérotonine. NA, ça veut dire noradrénaline. DA, ça veut dire dopamine. Ça, c'est de l'ordre de 0,1. En fait, j'ai mis 0,1% pour ne pas faire peur, mais c'est plutôt 0,01%. Il y en a en gros 1 million sur 86 milliards de neurones. 86 milliards de neurones, il n'y en a que 0,01% qui fabriquent, qui synthétisent et qui libèrent ces modulateurs. Et puis, de l'autre côté, vous avez du GABA, de l'acide glutamique, des neuropeptides, 99,99%. Donc c'est ça le système nerveux central. C'est ça ce qui permet au cerveau de fonctionner, de percevoir, de traiter l'information. Alors concrètement, les modulateurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils fonctionnent comme une radio. Ils fonctionnent comme une radio, c'est-à-dire que vous avez un émetteur, Europe numéro 1 ou RTL, qui se trouve à un endroit et qui envoie des informations dans l'ensemble du cerveau de façon très divergente. Donc si vous avez un récepteur, si vous avez une radio, ben vous entendez le message qui va être a priori pas très différent, qui va être a priori le même pour tous les gens qui sont autour. Au contraire, vous avez un autre modèle qui est celui du GABA, 99,94%. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est tous ces petits carrés, tous ces petits neurones qui sont en contact les uns avec les autres, qui libèrent du GABA, de l'acide glutamique, etc. Et ceux-là, ils fonctionnent selon un... Pardon. Vous pouvez boire un petit coup si vous voulez. Ça va. Ils fonctionnent selon un modèle téléphonique, c'est-à-dire que c'est le téléphone portable, il y a un émetteur et un récepteur. Et ça va d'un endroit à un autre. Donc vous avez cet élément, le réseau, qui fait 84 milliards de neurones, et puis, par-dessus, les neuromodulateurs qui font
qu'en fonction des situations, ça sera telle ou telle structure qui sera activée. Vous n'activez pas les mêmes structures quand vous voulez courir que quand vous voulez penser. Et c'est les modulateurs qui font la différence. Alors pourquoi est-ce qu'on sait que les modulateurs sont si importants ? Est-ce qu'on peut peut-être les définir rapidement ? Je l'ai retrouvé dans votre ouvrage en expliquant, pour expliquer un petit peu à quoi servent chaque neuromodulateur. La noradrénaline, alors vous le résumez, j'imagine que c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, la noradrénaline, c'est ce qui sert à vous faire réagir quand je fais ça. C'est-à-dire que ça fait un grand truc comme ça, c'est qu'elle est chargée, la noradrénaline, de vous éveiller par rapport à un système qui est un peu ça. Elle va intervenir, elle va augmenter le rapport signal sur bruit. La sérotonine va au contraire protéger le système nerveux central du rapport signal sur bruit, pour vous éviter de courir dehors parce que j'ai crié. Donc elle est couplée à la noradrénaline et elle évite que ça devienne trop dramatique. Et puis la dopamine, la fameuse dopamine, eh bien elle récupère toutes ces informations et c'est elle qui va, in fine, décider de la hiérarchie entre les structures, corticales ou sous-corticales, pour que la sortie comportementale soit adaptée à l'événement. Donc ça ne se limite pas uniquement qu'au plaisir, comme on nous le dit dans les médias. Alors, la dopamine, elle intervient dans le Parkinson, elle intervient dans la motricité, elle intervient dans le psychisme, puisqu'elle permet de penser, elle intervient dans la course, puisqu'elle permet d'activer des structures sous-corticales. Donc effectivement, elle intervient aussi dans le circuit de la récompense, dont beaucoup de gens ont déjà entendu parler probablement, ce circuit de la récompense que les drogues activent et qui permet d'avoir l'impression de satisfaction à l'occasion d'une prise de cocaïne, de morphine ou d'héroïne. Donc ces trois modulateurs sont absolument fondamentaux. Et comment est-ce que l'on a compris qu'ils étaient si importants? C'est qu'on s'est aperçu que bien qu'ils soient extraordinairement minoritaires, je vous rappelle 500 000, 1 million pour 80 milliards, eh bien à chaque fois qu'on a fabriqué des drogues dites psychotropes qui modifient l'humeur, comme les neuroleptiques, les antipsychotiques, comme les drogues, bien sûr, mais aussi comme les antidépresseurs, eh bien, ces produits pharmaceutiques agissent pas sur l'ensemble des 99,9%, mais sur les modulateurs. Et donc, ces neurones sont responsables à la fois de cet équilibre analogique cognitif, mais aussi de toutes nos émotions et de toutes nos sensations et de toutes nos motivations. Donc ils ont un effet psychique extrêmement important. La dépression, c'est un épuisement de l'activité des neurones modulateurs, noradrénaline et sérotonine. Et donc ce que va faire l'antidépresseur, c'est qu'il va permettre à ces deux molécules, à ces deux ensembles de neurones, de se reposer, de façon à retrouver un état d'humeur normal. Oui. Non, je vous en prie, je vous laisse continuer. je buvais vos paroles. Bon, il y a des questions, non? Peut-être s'il y a d'autres questions, voilà, n'hésitez pas. Alors je vois une main qui se lève là-bas. Johnny va arriver pour vous apporter le micro. C'est tout, juste en haut, deuxième rangée, en partant du fond. Hop, relevez la main, madame, peut-être pour qu'il vous voit. Parfait. Merci, c'est à vous. Puisque l'équilibre que vous venez de décrire est purement chimique, pourquoi est-il aussi difficile ou n'est-il pas possible de le mesurer pour justement le dosage de ces médicaments chez ces personnes malades? On fait des essais en fait et on mesure à la parole de la personne, mais il n'y a pas un test comme une prise de sang où on rééquilibre les vitamines, Super etc. Question, oui. Merci de poser cette question parce qu'il y a des gens qui pensent effectivement qu'il suffit de les mesurer, la noradrénaline, la dopamine, la sérotonine, pour dire j'ai pas assez de noradrénaline, j'ai pas assez de sérotonine, donc je vais en prendre. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que justement, comme ces molécules sont extrêmement importantes dans tout le fonctionnement du système nerveux central, la nature a mis en place un système qu'on appelle la barrière hémato-encéphalée. C'est-à-dire qu'il y a une barrière entre ce que vous avez dans le sang et ce que vous avez dans le cerveau. Et la noradrénaline, la dopamine qui existe dans le sang, la sérotonine aussi, ne passe pas la barrière. Et heureusement, parce que quand c'est le cas, ça entraîne des troubles catastrophiques. Donc en fait, la question, c'est qu'on ne peut pas, et on ne peut pas pour l'instant, on n'est pas capable actuellement d'aller mesurer l'activité
des neurones à noradrénaline, à dopamine ou à sérotonine chez un homme. On peut le faire chez l'animal. On a ce qu'on appelle des systèmes de microdialyse. On descend des tubes, des membranes qui vont dans le cerveau des rats ou des souris, et on peut mesurer effectivement que lorsque l'on donne de l'amphétamine ou que lorsque l'on donne de la cocaïne, on a une augmentation de la libération de dopamine, une augmentation de la libération de noradrénaline chez ces animaux. Mais ce qui est possible chez l'animal n'est évidemment pas possible chez l'homme, et pour l'instant, on est loin du compte, puisque, encore une fois, là, vous voyez ici, vous avez... Ça, c'est la sérotonine, donc qui va faire cette promenade-là. Vous avez la noradrénaline et vous avez la dopamine. Donc, je vous le rappelle, 1 million de neurones par rapport à 86 milliards. Donc là, on est plein de neurones. Donc, à chaque fois que l'on va mesurer quelque chose dans le cerveau, y compris avec l'IRM qui a pris beaucoup d'importance, les images que l'on voit sont des images des 99%. On ne voit absolument rien des modulateurs, rien du tout, puisqu'ils sont complètement cachés par le reste. Donc là, on est très en retard. On est très en retard parce qu'en fait, ce que font les cliniciens, c'est qu'ils étudient indirectement la situation de ces modulateurs. Et les neuroscientifiques sont capables de mesurer ces modulateurs, mais chez l'animal. Donc il y a un gros trou, c'est-à-dire que bien que les neurosciences aient explosé, que l'IRM soit une machine absolument extraordinaire, eh bien, malgré tout, ce que l'on voit en IRM n'a rien à voir avec le problème psychique. Et vous ne pourrez pas voir un déprimé, vous ne pourrez pas voir que le déprimé a des neurones à noradrénaline et à sérotonine qui sont épuisés. En revanche, vous pouvez créer la situation chez un animal et montrer que c'est le cas. Alors juste avant de prendre le temps sur le sujet du sommeil et des rêves aussi, qui je pense est un sujet qui nous fascine un peu, tant c'est un peu mystérieux et beaucoup de préjugés ou de préconçus. On va peut-être en parler, voilà, les rêves lucides, les prémonitions, les choses comme ça. On va voir que c'est un peu du troll, enfin en tout cas du hacking de la part de notre inconscient. Je voulais vous reparler quand même de certains mécanismes cognitifs comme le refoulement, le transfert, les stress post-traumatiques. Est-ce que justement, toutes ces choses-là, ce sont des mécanismes de notre inconscient, qui émergent de notre inconscient, pour nous alerter ou nous protéger, en fait? Est-ce que ça fonctionne comme ça ou c'est plus complexe? C'est évidemment plus complexe. Enfin, si on prend comme l'exemple le transfert, encore une anecdote. Je vais vous montrer un exemple de transfert, toujours perso, hein, comme ça je suis tranquille, personne n'a à se plaindre. Toujours dans ma psychanalyse, c'est une époque où je faisais beaucoup de tennis. Le matin, je faisais des tournois de tennis, donc à 8 heures, j'étais sur le court. Et puis, si je passais le tour, 2 jours plus tard, j'étais de nouveau sur le court à 8 heures. Génial. Et je continuais ma psychanalyse. Et un jour, j'arrive dans la salle d'attente, je passe pour aller m'allonger sur la séance, et je vois un manche de raquettes de tennis dans la salle d'attente. Oh. Alors, je vais m'allonger et je dis à l'analyste, c'est sympa, on a des points communs, apparemment vous faites du tennis, moi aussi j'aime bien ça, etc. Je fais quelques trucs. Il ne dit pas un mot. J'étais un peu vexé qu'ils ne disent pas un mot. Et je ressors et je m'aperçois que la raquette de tennis, en fait, c'était un parapluie. C'était un manche de parapluie qui déplace. Et moi, j'ai vu une raquette de tennis. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est mon inconscient, là encore, qui a fait que mon obsession tennistique fait que je voyais des trucs en lien avec le tennis qui n'avaient aucun rapport. Et en plus, c'était chez mon psychanalyste. Et évidemment, mon psychanalyste, qui a priori est neutre, je ne sais rien sur lui, je vais projeter sur lui des éléments qui m'arrangent, qui font que je vais me rapprocher virtuellement de lui en pensant qu'on fait la même chose. Voilà un type de transfert. Ça, c'est typiquement le traitement analogique qui va se transformer en raquette de tennis à partir d'un traitement analogique. Ça va faire du cognitif. Bon, évidemment, j'en parle à mon analyste qui n'a jamais fait de tennis de sa vie et qui ne comprend rien à ce que je lui raconte. Mais ce n'est pas grave. Lui, il est là pour écouter. Il va peut-être faire des hypothèses, des théories, mais il est complètement paumé. De toute façon, à ce niveau-là, il est complètement paumé. Alors, et pour le stress post-traumatique, par exemple, c'est un exemple assez spécifique. C'est un peu plus compliqué parce que le stress post-traumatique, c'est qu'en fait, il y a un élément incroyable, c'est-à-dire le Bataclan ou l'explosion d'un kamikaze pas très loin au
au Parc des Princes ou à Saint-Denis. Et en fait, ça crée un immense bassin attracteur. Immense bassin attracteur, c'est-à-dire que tous les éléments aussi complexes qu'il peut y avoir dans une explosion vont être stockés sous cette forme de bassin. Si bien que le moindre bruit, la moindre possibilité va entraîner chez certaines personnes ce qu'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir réagir, de pouvoir traiter l'information. Donc ça, c'est le stress post-traumatique. Et il n'y a que la partie psychanalytique qui peut essayer de soigner, de régler ces problèmes ou pas ? Il y a effectivement un système qui a été assez intéressant, qui est développé par un Canadien, qui consiste à demander à celui qui a eu un stress post-traumatique de raconter, d'écrire sur une feuille ce qui lui est arrivé. Il écrit sur la feuille, et évidemment quand il raconte ça, il a des émotions, et le cœur palpite de nouveau, il retrouve toutes ces difficultés. Donc c'est écrit. Et le lendemain, on lui demande de relire ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, simplement de relire l'histoire qu'il a écrite lui-même, mais simplement avant, on va lui donner ce qu'on appelle le propranolol, qui est un ralentisseur cardiaque. C'est-à-dire qu'il va lire l'histoire, son vécu, mais au lieu d'avoir l'accélération cardiaque qu'il a à chaque fois quand il pense à ça, le cœur ne va pas s'accélérer. Et comme le cœur ne s'accélère pas, et que cette accélération cardiaque fait partie du bassin, puisque dans le bassin, vous avez tous les éléments, y compris l'accélération cardiaque, petit à petit, le bassin va se modifier, puisqu'il n'y aura plus l'accélération cardiaque. On va le faire pendant quelques jours, et dans 40% des cas, les gens arrivent à se débarrasser de leur stress post-traumatique. C'est une méthode qui est un peu bizarre, mais qui marche, qui fonctionne. On passe au rêve ? Alors, on passe au rêve. Alors, le rêve, je pense que beaucoup en ont entendu parler, si je puis dire. C'est ça, voilà. Donc, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le traitement rapide et le traitement plus lent qui est cognitif. Lorsque nous endormons, les neuromodulateurs, donc maintenant tout le monde sait ce que c'est, ralentissent progressivement et vont s'arrêter. Alors il y a le sommeil lent, donc il y a un premier ralentissement, et vont totalement s'arrêter pendant le sommeil paradoxal. Ce qui fait qu'en fait, dans cet endormissement, il n'y a plus la possibilité de faire du traitement cognitif puisque les modulateurs sont arrêtés. Et c'est important qu'ils soient arrêtés parce qu'ils sont extrêmement fragiles, ils ont besoin de récupérer, de se reposer. Si vous faites une nuit blanche, que vous n'arrêtez pas vos modulateurs, vous allez le jour qui suit, vous êtes dans un état un peu bizarre qui passe d'un état d'euphorie à un état de dépression parce que les modulateurs n'arrivent plus à être régulés. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas eu l'occasion de pouvoir récupérer. Donc, ils s'arrêtent. Et vous ne pouvez plus faire du cognitif. Donc, et le cerveau travaille pendant toute la nuit en analogique. Il n'arrête pas de travailler, effectivement, il travaille en analogique. Mais ce qui se passe, c'est que précisément parce que ces modulateurs sont extrêmement fragiles, ils ne peuvent pas s'arrêter trop longtemps. Ils ne peuvent pas arrêter de libérer pendant plus d'une vingtaine, une trentaine de minutes. Et donc, il faut absolument qu'ils soient réactivés physiologiquement pendant toute la nuit. Et nous, vous, moi, même si nous dormons, nous sommes d'excellents dormeurs, qui nous endormons vers 8h du soir ou 10h du soir et que nous nous levons à 8h du matin, après toute cette nuit merveilleuse, eh bien, nous nous sommes réveillés en moyenne une douzaine de fois par nuit. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais assez surpris d'apprendre que je me réveillais 12 fois par nuit. En fait, ce sont des micro-éveils qui sont dus à l'activation, la réactivation indispensable des neuromodulateurs à l'occasion de cet arrêt un peu long. Donc cet arrêt un peu long, qui va durer 20-30 minutes, toc, il va falloir redémarrer. Et quand les neuromodulateurs redémarrent, ils entraînent un fonctionnement cognitif. Donc ce qui se passe, c'est que vous êtes dans un état d'analogie, donc vous n'avez aucune perception de ce qui se passe, et physiologiquement, il y a une réactivation. Il y a une réactivation modulatrice qui fait un traitement cognitif. Et en fonction du temps qui va s'écouler entre ce micro-éveil et le rendormissement, vous allez avoir ou non un rêve. Si bien que ce rêve va durer relativement peu de temps, de 500 millisecondes à 1 seconde, peut-être 3 secondes,
mais que ce rêve va avoir lieu non pas pendant le sommeil, ce que l'on a tendance à croire, mais au moment de ces micro-éveils. Alors, il y a des gens qui se rendorment extrêmement vite, qui font les micro-éveils, mais qui se rendorment extrêmement vite. Et ils sont chanceux. Pardon ? Et ils sont chanceux. Ils sont peut-être chanceux, mais enfin, c'est quand même la majeure partie, et ceux qui dorment bien, heureusement. Et ceux-là, eh bien, ce qu'ils racontent quand ils se réveillent, c'est qu'ils n'ont pas rêvé. Ils n'ont pas rêvé puisqu'ils sont repartis en analogique extrêmement rapidement. Alors le plus étonnant, moi, c'était la durée du rêve qui m'a toujours beaucoup étonné, parce qu'en fait, le rêve que vous pensez être très compliqué, il va durer que quelques secondes, disons maximum secondes. Alors ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire plusieurs micro-éveils et que vous pouvez éventuellement reprendre un rêve précédent dans un micro-éveil suivant et donc avoir 2 ou 3 rêves finalement à la fin de l'histoire. Mais de toute façon, c'est extrêmement court. Alors comment est-ce qu'on peut avoir une idée de ce temps? C'est qu'effectivement, vous pouvez l'essayer chez vous. Si vous avez quelqu'un qui dort, en fait, non, je vais raconter encore une anecdote. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Comment est-ce qu'il s'est passé? Moi, quand j'avais 8 ans, j'étais au Louveteau et on dormait sous la tente et j'avais un copain de 8 ans comme moi qui dormait à côté de moi et à qui on avait acheté un appareil photo avec flash. Vous savez, les petits plastiques, quoi. C'était pas un gros truc. Et je me suis réveillé avant lui. Et donc, j'ai eu l'idée d'aller lui prendre son appareil photo. Et pour lui faire une farce, je l'ai pris en photo avec le flash. Il s'est réveillé. Et il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Alors, j'ai dit, j'ai trouvé ça marrant. Il dit, mais c'est dingue parce que j'étais en train de rêver. Alors, j'ai dit, ah bon, et qu'est-ce que tu rêvais? Et il me dit, j'étais en train de rêver que j'étais entré dans une maison qui était noire et que je cherchais la lumière. Je cherchais la lumière et au moment où j'ai trouvé le bouton et au moment où j'ai appuyé sur le bouton, j'ai eu le flash et je me suis réveillé. Alors là, 8 ans, je me dis, gros problème. Hein. Il a pensé que j'allais lui prendre son appareil photo, il a pensé que j'allais le prendre en flash et il fait tout ça dans son rêve. Bon, bizarre. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le flash l'a réveillé. Le flash a activé ses modulateurs. Et avant qu'il ait conscience de ce phénomène, il a fabriqué un rêve qui se termine par l'élément qu'il a réveillé. Et ça, Freud l'avait remarqué, puisqu'il disait que le rêve est rétrograde. Alors vous pouvez le faire chez vous. Vous avez quelqu'un qui dort, vous lui mettez quelques gouttes d'eau sur le nez, il va se réveiller et il va vous expliquer qu'il était dans un endroit merveilleux où il y avait du soleil et brutalement il s'est mis à pleuvoir. Donc le rêve, il est fabriqué après le réveil, mais pendant un temps si court, puisque c'est de l'analogique qui se transforme en cognitif, pendant un temps si court qu'on pense, on ne peut pas imaginer qu'il a été fabriqué par ce temps aussi court. Voilà. Mais là, vous parlez de micro-réveils qui ont été provoqués par des éléments extérieurs. Exactement. Mais par rapport aux rêves qui sont peut-être liés à des souvenirs d'une journée ou des souvenirs plus lointains, comment ces micro-réveils apparaissent? Vous avez dit qu'en moyenne, il y en a 12. Est-ce que c'est fait sur un laps de temps régulier, comme vous avez dit? Comment... Alors, en principe, les micro-éveils apparaissent plutôt en fin de nuit. Évidemment, le dernier rêve dont on se souvient le mieux, c'est celui pour lequel on vient de se réveiller. Si vous écoutez les récits de rêve, les gens terminent toujours en disant « Et à ce moment-là, je me suis réveillé. C'était super, mais à ce moment-là, je me suis réveillé. » Effectivement, ils ont fabriqué leur rêve. Alors, la question, c'était plutôt... La question, c'est que, effectivement, si vous avez une moto qui passe dehors, vous allez imaginer que vous êtes dans la jungle et qu'il y a des mitraillettes. Bon, ok. Mais... si vous dormez bien dans un silence absolu, vous avez malgré tout l'activation neurophysiologique du système modulateur qui doit apparaître, sinon les modulateurs disparaissent et dégénèrent. Donc il faut absolument qu'ils aient lieu. Donc le micro-éveil, il a lieu. Et qu'est-ce qui va être traité dans le micro-éveil? C'est effectivement les éléments anciens ou nouveaux que vous avez vécus et qui va transformer les éléments du bassin intracteur en cognitif. Donc brutalement, votre rêve va faire du cognitif à partir de l'analogie. Alors évidemment, ça rappelle des choses, c'est que Freud nous a expliqué que le rêve est sans censure. Pourquoi il est sans censure? Il n'y a pas le temps. Le système nerveux central n'a pas le temps
de faire la censure. Donc il est immédiatement en contact, et des rêves érotiques ou des rêves qu'on n'aurait jamais osé imaginer, on va les faire parce qu'effectivement, ils sont dans l'inconscient, mais on y sont plus ou moins refoulés, c'est-à-dire qu'ils sont dans un bassin qui ne sera pas activé de façon naturelle par le système cognitif. En revanche, cette activation brutale au niveau du micro-éveil va entraîner une expression cognitive du rêve, et là, on va se retrouver dans une sorte de réalité. Alors évidemment, là encore, Freud nous a expliqué que l'interprétation des rêves est la voie royale de l'inconscient. Effectivement, le travail de l'analyste, dans ce cas-là, c'est d'écouter le rêve et de voir quels sont les symboles analogiques qui sont dans le rêve. Quand on raconte un rêve, on a l'impression que c'est une histoire qu'on a fabriquée, qui tient debout plus ou moins, mais qui est réaliste, onirique. Mais on peut dire qu'on a fait quelque chose d'assez extraordinaire, qu'on a volé, etc. Mais on est quand même dans un cas de cognitivité. Et cette expérience, eh bien, c'est là où l'on peut voir à quel niveau de l'inconscient ou à quelle partie de l'inconscient ça peut correspondre. Alors Jean-Paul, est-ce qu'on peut casser un mythe? Il y a une question. Oui, il y a une petite question, pardon. Excusez-moi, je vous laisse poser la question, puis ensuite on va casser un mythe, petit suspense. Qui répondra peut-être à ma question en plus. Qu'avez-vous à dire sur ce qu'on appelle les rêves conscients et les nuits où on n'a vraiment pas l'impression d'avoir dormi parce qu'on a l'impression d'avoir vécu toute la nuit en fait? Oui. Alors, les rêves conscients, oui, alors les rêves lucides peut-être, c'est ça que vous voulez dire. C'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens, mais ils sont très très rares et on a du mal à les récupérer en laboratoire. Je tiens à le signaler. S'il y a des gens qui font des rêves lucides ici, ça vous intéressera certainement. C'est qu'en fait, il y a cette période entre le réveil électrophysiologique, c'est-à-dire l'activation des modulateurs, et le réveil conscient, on ouvre les yeux et on est réveillé, qui va durer, chez un individu normal, quelques centaines de millisecondes. Il y a certaines personnes, c'est le seul rêve lucide, qui sont capables de maintenir cette situation pendant 1 à 2 secondes. Donc 1 à 2 secondes, c'est une bande dessinée. Une bande dessinée, c'est 60 millisecondes l'image, 16 images, c'est 2 pages de Tintin. Donc vous voyez, avec un rêve lucide, vous pouvez faire 2 pages de Tintin. Donc vous pouvez faire une histoire assez complexe. Mais ces gens-là, ils existent, il n'y a pas de problème, ils sont rares, et il y en a qui s'entraînent pour y arriver. Alors il y a une chose, justement, on va peut-être... oui, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire en rêve, que beaucoup de gens ont essayé, je les aurais proposés, ils se sont entraînés, ça n'a pas marché, y compris les rêveurs lucides. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être? Quelque chose que vous savez tous faire ici, sans aucune exception. Exactement. On ne peut pas lire en rêve. On ne peut pas lire parce qu'en fait, pour lire un texte, il faut faire de l'analogique. Attention, voyez, attention, ça vous pouvez le lire, attention, d'une seule fois. Et puis il faut l'envoyer en cognitif. Mais pour lire attention, il est dangereux de se pencher à l'extérieur, il faut lire attention, le prendre en cognitif, repartir en analogique, il est dangereux de se pencher à l'extérieur. Et ça fait 3 allers-retours. Et en fait, le système ne permet pas le retour. Le système, c'est l'analogique devient du cognitif, mais le cognitif, dans le rêve, ne va pas revenir en analogique, il faudrait que les modulateurs s'arrêtent. Donc, en fait, vous pouvez avoir des images, et ça, on en a plein, d'autant plus que l'homme a 1 million de fibres visuelles et n'a que 80 000 fibres auditives, donc ça montre la différence. Donc on va rêver des images sans aucun problème, si je puis dire, et des images que l'on chope sans aucune difficulté. Mais quand il s'agit de lire et de faire cet aller-retour, là, c'est plus possible. Et j'en connais beaucoup qui ont essayé. Ils racontent, moi, c'est comme ça qu'ils voient les choses, qu'ils se sont entraînés et qu'ils se sont endormis et ils se voient dans un bon fauteuil avec un livre, ils ont le livre sous les yeux, ils ouvrent la page, ils voient les lignes, ils s'approchent et à ce moment-là, ils se réveillent. Manque de peau. Alors, si quelqu'un parmi vous a réussi à lire en rêve, qu'il vienne,
c'est pas très bon signe, mais ça peut être intéressant. Donc je parlais du fait qu'on allait casser un mythe, on va parler des rêves prémonitoires. Beaucoup de gens pensent avoir des rêves prémonitoires. On peut penser aussi aux artistes, le coup de génie justement, de quand on se réveille, ça y est, on a une idée, on a l'œuvre. Alors c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors parlons peut-être de cet exemple-là d'abord et parlons du rêve prémonitoire après. Alors l'exemple de l'artiste, effectivement, ce que fait l'artiste, c'est qu'il traduit en cognitif ces éléments analogiques. C'est à peu près évident. Et ce qui fait que vous aimez un tel ou tel tableau, c'est évidemment parce que l'artiste a traduit à sa façon, donc en faisant ses traits, il a traduit des éléments qui vous touchent analogiquement. Ce n'est pas du cognitif. Alors tous ceux qui font des raisonnements assez structurés sur le fait que ce tableau est super parce que, ils peuvent le faire. Mais en fait, l'émotion qui fait qu'on a envie, qu'on aime bien ce tableau, il vient de l'intérieur, il vient de notre inconscient. Alors l'autre histoire, j'en raconte une, c'est l'histoire de la prémonitoire. C'est qu'en 1936, il y a c'est une psychanalyste qui raconte ça, c'est une dame dont le père a fait un rêve prémonitoire, si je puis dire. Il rêve qu'il va chez le boulanger, il est à Vienne, il est en autrichien, il est à Vienne, il va chez le boulanger et il demande du pain. Et le boulanger lui dit, il n'y a pas de pain. Bon, alors il va dans une autre boulangerie et il dit, est-ce que je pourrais avoir du pain, s'il vous plaît? Et le type lui dit, non, il n'y a pas de pain. Alors il fait une troisième boulangerie, il redemande du pain et le boulanger lui dit, mais il n'y a pas de pain. Alors il dit, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas de pain? Et le boulanger lui répond, toujours dans le rêve, mais enfin, monsieur, vous ne savez pas, c'est la guerre. Et il se réveille. Et ce monsieur, le lendemain, a pris toute sa famille, ses enfants, et il est parti, il a quitté l'Autriche. Et effectivement, quelques jours plus tard, la guerre a été déclarée. C'est un rêve prémonitoire. Mais c'est un rêve prémonitoire qui est très facile à analyser. C'est-à-dire qu'en fait, dans les jours qui ont précédé son rêve, il est évident qu'il y avait des éléments analogiques qu'il a perçus de façon analogique, qui laissaient penser qu'une guerre était possible. Et que dans son rêve, il a exprimé cette sensation, il a vu que c'était un rêve, et donc il a vu que c'était possible, que la guerre pouvait arriver, et par conséquent, il a pris ses clics et ses claques et il s'est barré, et il a eu raison. C'est ce que raconte sa fille, qui grâce à ça a survécu. Moyennant quoi, un Canadien s'est penché sur le problème, et il a demandé à des étudiants et à plein de gens de lui envoyer des rêves, des textes de rêves qu'il considérait comme étant potentiellement prémonitoires. Et en fait, aucun des rêves dont il a reçu le texte ne s'est réalisé. Donc en fait, le rêve prémonitoire en tant que tel, qui viendrait de en haut et qui permettrait il n'existe pas vraiment. En revanche, le rêve qui vient d'une sensation, des émotions réelles qui ont eu lieu dans l'environnement, dans les jours ou dans les mois qui ont précédé, là, il peut y avoir une sorte de prémonition, mais ce n'est pas quelque chose qui vient du Très-Haut. Alors, il nous reste plus que 5 petites minutes déjà. Ouais. Le temps est passé très vite. Casse le mythe. Il y a un mythe que je voudrais casser quand même. Ah, il y en a un autre, il y en a un bonus. Ah, bah alors là, vous me l'apprenez aussi. Non, mais c'est pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça, mais vous avez probablement entendu que l'on rêve pendant le sommeil paradoxal. Ça fait 1960, ça fait donc 62 ans que Michel Jouvet, qui est un neurophysiologiste assez remarquable, avait repéré le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, c'est une période du sommeil pendant laquelle on dort, mais nos yeux bougent. Et comme les yeux bougent, il a considéré qu'on rêvait pendant cette période. Et du coup, il a publié le fait qu'on rêvait pendant le sommeil paradoxal. Et depuis 50 ans, 60 ans, beaucoup de gens considèrent qu'on rêve pendant le sommeil paradoxal. Or, le mythe, c'est qu'on ne peut pas rêver pendant le sommeil paradoxal, parce que pendant le sommeil paradoxal, les neuromodulateurs sont au ras des pâquerettes, on ne fait que de l'analogique, donc il n'en est pas question. En revanche, au moment du micro-éveil qui suit le sommeil paradoxal, alors là, on peut avoir un rêve. Pourquoi est-ce qu'il avait dit ça, Michel Jouvet? C'est parce qu'il réveillait les gens pendant leur sommeil paradoxal et les gens racontaient un rêve. Et là, vous avez compris que s'il réveille les gens pendant leur sommeil paradoxal, effectivement, il crée le rêve. Le rêve ne vient pas
de ce qui s'est passé avant, mais du fait qu'ils ont été rêvés. Le rêve naît du réveil. Voilà. Merci beaucoup. On aurait pu encore parler de plein d'autres choses, plein d'autres sujets que vous explorez, et je veux bien le croire que c'est un aperçu, puisque c'est un ouvrage qui fait moins de 200 pages, donc très facile à lire, encore une fois avec beaucoup de témoignages, un ouvrage que vous pourrez retrouver, comme je vous le disais en introduction, juste à la sortie de la salle si vous souhaitez l'acquérir. Et je vais laisser la parole justement ces 10 dernières petites minutes pour des petites questions du public. Et puis ensuite, donc, Marie Doneda, directrice de Récréasciences, bien nous parlera un peu de ce qui reste au niveau du programme de la Semaine du Cerveau. Mais monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup pour la conférence. J'aurais 2 petites questions. Une question sur la mémoire post-traumatique chez des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant qui est victime d'un abus ou d'un traumatisme, on parle, j'y connais rien, mais parler d'une mémoire qui est atemporelle, qui ne s'inscrit pas dans le temps comme le reste de la mémoire. Et l'autre question, c'était pour rebondir sur le dernier point, je vois mon chien j'ai l'impression que mon chien rêve, parce qu'il aboie, il court, et ça dure, pour le coup, des fois des minutes entières. Donc, bon, c'est un chien. Mais, oui. Non, mais vous avez raison, c'est une question. Bon, alors, la première... c'était sur le stress post-traumatique des enfants, c'est ça? La mémoire. Alors, c'est qu'en fait, effectivement, ce qui va se passer dans le choc, il y a 2 choses. Bon, ce qui va se passer dans l'abus sexuel, par exemple, c'est un choc traumatique totalement analogique. Et le propre de l'analogie, c'est de ne pas avoir le temps, la possibilité de repérer le temps. Par exemple, c'est pour cette raison que l'on va éventuellement parler avec son père ou sa mère qui est mort depuis des années. Donc, vous voyez, le temps ne s'inscrit pas dans l'analogique, c'est le cognitif qui permet d'avoir accès au temps. Un autre exemple, c'est quand on s'endort, vous dormez, donc vous faites de l'analogique, et si vous êtes réveillé dans un endroit tout noir où il n'y a aucun élément qui vous permet de savoir quelle heure il est, vous n'êtes pas capable précisément de dire combien de temps vous avez dormi. Donc vous voyez, c'est ça, c'est qu'en fait ce choc traumatique, il y a 2 choses. D'une part, il est analogique et atemporel, mais il y a un autre élément, c'est qu'il y a une des zones du cerveau qu'on appelle l'amygdale, qui n'est pas là, mais qui est dedans, l'amygdale qui va, à la suite lors d'un stress et lors d'un abus sexuel, qui va s'activer et qui va absolument bloquer toute forme de traitement cognitif. Donc c'est non seulement c'est un choc analogique, mais en plus, il y a ce signal de danger qui fait que le cerveau ne peut plus fonctionner en cognitif. Ça, tous les gens qui ont subi des abus sexuels, enfin, oui, pas tous, mais la plupart de ceux qui ont subi des abus sexuels dont ils n'arrivent pas à se remettre, sont des gens qui ont subi ce genre de truc. Et succinctement, les chiens rêvent ou pas? Alors, les chiens, évidemment, les chiens rêvent, mais ce n'est pas parce qu'ils bougent qu'ils sont en train de rêver. Au contraire, si vous voulez, normalement, alors bon, c'est un peu plus compliqué, mais normalement, quand vous avez le système nerveux central est fait de telle façon qu'au moment où vous dormez, il y a un système qui inhibe vos activités motrices. Et on raconte que c'est pour éviter de tomber des arbres. Parce que normalement, le cerveau, il fait de l'analogique, il fait de l'activité motrice, il bouge. Donc si vous bougez pendant votre sommeil, ce que font des tas de gens, si vous êtes dans un lit, ça va. Si vous êtes sur des arbres, vous cassez la figure. Bon, les animaux, c'est pareil. Ils bougent pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'ils rêvent. Alors, alors ça veut dire que leur système inhibiteur lié à leur sommeil ne fonctionne pas parfaitement. Alors, il y a un exemple, c'est encore Michel Jouvet, qui a détruit la zone inhibitrice de l'activité motrice chez des chats. Et il a constaté que ces chats, pendant leur sommeil, se mettaient à courir comme s'ils voulaient attraper des souris, se tapaient contre les murs puisqu'ils ont les yeux fermés, mais ils courent et donc il en a déduit que les chats étaient en train de rêver. En fait, ils ne rêvent pas, mais ils ont une activité motrice qui est stéréotypée, qui est liée à tout ce qu'ils ont appris au cours de leur développement. Et donc, c'est juste un problème d'inhibition motrice. Voilà. J'étais un peu long.
Pas de souci. Bah, si on a des réponses un peu plus rapides, on peut peut-être en faire deux dernières questions si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à vous manifester. La question n'est pas trop compliquée. Voilà. Alors mademoiselle, et après le monsieur en vert. Ah, ou monsieur en premier, voilà. Oui, j'aimerais vous le savoir, au niveau des... Quand on fait un rêve, on va dire, prégnant, Oui. on se réveille, on se lève, boire un verre, on va dire, pour rester pudique, et en se recouchant, et le rêve est tellement prégnant qu'on repart dans le rêve de façon plus ou moins consciente, et quitte éventuellement à repartir sur un rêve, une continuité. Comment ça peut se... Oui, alors en fait, ce que vous faites, c'est que vous rêvez votre premier rêve, il passe de l'analogique au cognitif, vous vous levez pour aller prendre un verre d'eau, et le cognitif renvoie ça en analogique. C'est-à-dire que vous avez fabriqué, à partir de votre rêve, vous avez fabriqué de nouveaux bassins. Un nouveau bassin attracteur, analogique, qu'on appelle d'ailleurs un bassin matiné de cognitif. C'est un bassin analogique matiné de cognitif. Il est passé par le cognitif puisque vous avez rêvé. Et vous vous souvenez de votre rêve, vous pouvez éventuellement le raconter à quelqu'un d'autre, mais ce souvenir va retourner en analogique et il va réapparaître éventuellement ensuite. Une dernière question peut-être. Vous n'êtes pas obligé c'est pas obligé que ce soit sur le rêve, hein, d'ailleurs. Même si on sent que c'est une thématique forcément qui est très passionnante aussi. Du coup, bonjour. Moi, j'ai une question pour rebondir sur la question de tout à l'heure, sur les animaux qui bougent, etc. Du coup, comment se fait-il que pour parler du somnambulisme, en fait, si vous... Oui, alors, le somnambulisme, c'est en fait, c'est un phénomène qui n'a pas lieu pendant le sommeil paradoxal, parce que c'est pendant le sommeil paradoxal qu'on est paralysé, on est totalement paralysé. Il y a une période pendant laquelle le cerveau n'est pas encore totalement paralysé, c'est toute la partie du sommeil lent avec des niveaux de sommeil profond. Et le somnambulisme, c'est en fait une activité motrice plus ou moins stéréotypée dont la personne ne va pas se souvenir, qui est en général liée à une source d'angoisse. Il y a une certaine angoisse. On n'a pas parlé des cauchemars, mais enfin tant pis, on ne peut pas parler de tout. Mais une certaine angoisse qui fait que l'enfant, souvent, puisque c'est souvent les enfants qui sont somnambules, va se lever et va déambuler, mais il n'est pas paralysé, puisqu'il n'est pas en sommeil paradoxal. Il a encore des possibilités d'activité locomotrice, comme le chien de tout à l'heure, qui n'était vraisemblablement pas en sommeil paradoxal. Merci beaucoup en tout cas Jean-Paul Tassin pour... On parlera des cauchemars une autre fois. Une autre fois, ou en le retrouvant encore une fois dans l'ouvrage, comme je vous le disais, les quiz du cerveau, la conscience commande. Merci beaucoup. Et juste avant de conclure et de vous libérer peut-être certains pour la Saint-Patrick ce soir, je vais demander à Marie Doneda, donc directrice du Centre de culture scientifique, technique, industrielle, récréation, sauf si tu veux me rejoindre ou rester sur le côté pour juste vous faire une petite précision sur la fin de la semaine du cerveau. Oui, alors merci Jean-Paul pour votre venue. Merci beaucoup. Merci Célim pour ton animation. Avec merci plaisir. à Bob FM également, à la BFM de nous avoir accueillis ce soir. Donc demain, à la même heure, 18h30, vous avez un spectacle à partir de 10 ans en lien avec le cerveau. On n'est pas très original pour le coup. Mais voilà, on a une approche assez poétique et ce spectacle a été notamment... aidé et conseillé par François Tronche, qui est notre ambassadeur du territoire limousin. Donc voilà, je vous invite à venir. L'entrée est libre et gratuite. Et on a aussi une conférence de Jean-Luc Morel sur la mémoire à Aubusson à 18h15 au cinéma Le Colbert en Creuse. Et à côté de ça, vous avez des interventions effectivement pour les lycéens pour cette semaine du cerveau. Vous avez des chercheurs qui viennent à la rencontre des lycéens pour vraiment valoriser tout ce qui se fait en recherche au niveau des neurosciences et puis rendre accessible la science à tous. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Et je conclue par une mini phrase, une conclusion pour de vrai. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Récréascience est présent sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi et sur LinkedIn. Bref, partout. Voilà, n'hésitez pas à faire votre marché pour voir les prochaines actus. Bonne soirée à tous et merci.